Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Cet épisode s'inscrit dans la série Quand les défis appellent les contes. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la robustesse. En fait, j'ai été très inspirée par les travaux, alors maintenant très connus, de Olivier Hamon sur le sujet de la robustesse s'inspirer du vivant. Et la robustesse aussi comme antidote au culte omniprésent de la performance dans nos sociétés et nos entreprises. Ces livres, en fait, nous permettent de commencer seulement à explorer ce sujet de la robustesse, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, pas encore, pas toutes les applications non plus. Et c'est justement ce qui est quand même excitant parce que on a tout à faire, tout à explorer, à construire autour de ce concept. Allons-y alors. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ce sujet de la robustesse au travers des contes et voir comment ça s'applique au développement personnel. Donc voilà, l'application, c'est le domaine du développement personnel. Les contes de fées, c'est un matériau ancestral et surtout très vivant. Alors, que nous disent les contes sur la robustesse? Mais avant, on va peut-être définir la robustesse. On peut très bien prendre Wikipédia, ça suffira, je pense. Donc on dit quelque chose ou quelqu'un est robuste lorsqu'il est solide, il ne se casse pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on applique ce concept à un individu, on pourrait dire qu'il est robuste lorsqu'il sait absorber les chocs, ne brûle pas facilement, au sens du burn-out, ne craque pas facilement, au sens des nerfs qui craquent, ne s'effondre pas sous la pression. Ok, donc ces exemples ne sont pas exhaustifs évidemment, mais ça donne une idée. Et dans son livre, si tu l'as lu, Olivier Hamon nous dit que la nature est robuste parce qu'on y trouve du hasard, des redondances, du gaspillage, tout n'est pas suroptimisé dans la nature, des erreurs, de la lenteur et des incohérences. Voilà, tout ça. Moi, je te propose qu'on passe toutes ces notions au crible des contes. Déjà, la première chose qu'on remarque dans tous les contes, c'est qu'on n'est jamais dans l'efficacité ni dans la performance. Jamais. Ça n'est pas le sujet. Dans les contes, tous les héros cheminent comme ça, au gré des hasards. Voilà déjà le hasard, la première notion. Personne ne connaît le chemin en avance. Pas de planification ici parce que la vie ne se planifie pas. Et la vie, elle est imprévisible. Donc le hasard en fait partie. Les héros dans les contes de fées acceptent aussi de perdre un peu de temps avec ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin. Des petits écureuils, des nains et autres créatures qui délivrent des messages. Et en fait, le héros a tout intérêt à leur parler et surtout à les écouter. Parce qu'il va gagner beaucoup de temps par la suite, s'il le fait. Il y a un conte qui s'appelle L'eau de la vie, dans lequel les 3 frères et les 3 fils du roi vont partir à la recherche de l'eau magique, l'eau de la vie, qui est censée guérir leur père. Bon, déjà, ils n'ont aucune garantie du résultat, ils partent au hasard, ils ne savent pas vraiment où aller, mais ils ne commencent pas à chercher à optimiser leur voyage, à surplanifier, ils y vont, c'est tout. Et en chemin, chacun des frères va rencontrer un nain. Les 2 premiers frères, justement, vont jouer l'efficacité. Ils s'arrêtent à peine pour parler et ils seront punis. Tiens, on va écouter un extrait qui va aussi nous montrer ce que le 3e frère va faire. Le prince prit le même chemin que son frère et rencontra aussi le nain, qui l'arrêta en lui disant « Où allez-vous si vite ?»« Petit bonhomme, » répondit le prince, « tu n'as nul besoin de le savoir. » Mais le nain lui jeta un charme, et lui aussi, il entra dans une ravine où il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Tel est le sort des arrogants. Comme le second fils ne revenait pas non plus,
le plus jeune des 3 frères se décida à s'en aller chercher l'eau merveilleuse. Et le roi fut forcé de le laisser partir. Lorsque le jeune prince rencontra le nain sur son chemin, et que celui-ci lui fit sa question accoutumée, « Où allez-vous si vite ?»« Je vais chercher l'eau de la vie, » répliqua le voyageur, « car mon père est mortellement malade. »« Savez-vous donc où la trouver ?»« Non, » dit le prince. « Eh bien, puisque vous avez répondu convenablement, je veux vous le dire. L'eau sort d'un puits dans la cour d'un palais enchanté. Et pour que vous puissiez y entrer, je vous donne une verge de fer et 2 morceaux de pain. Avec la verge, vous frapperez 3 fois à la porte d'airain du château, et elle s'ouvrira. En dedans, il y aura 2 lions qui accourront, la gueule béante. Jetez-leur le pain, et ils s'apaiseront. Puis hâtez-vous de chercher l'eau de la vie avant que midi sonne, car alors la porte se fermera et vous resterez emprisonné. » Le prince remercia poliment le petit homme, prit la verge et le pain et s'en alla. Donc là, on voit que le 3e frère, il a bien fait de s'arrêter. Parce que c'est justement ce soi-disant gaspillage de temps qu'il va lui permettre d'avancer, et il a pu récupérer toutes les indices pour trouver cette eau de la vie, et bien plus. Et dans notre vie à nous, c'est pareil. Si on court, si on est tout le temps occupé, si on ne prend pas le temps d'écouter les autres, mais qui qu'ils soient, nos enfants, nos familles, nos équipes, nos clients, nos partenaires, nos amis aussi, on passe à côté de quelque chose, on se coupe de quelque chose. On stagne. On est entravé dans une ravine comme ça, comme dans le conte, sans nous en rendre compte. Notre roue de hamster, elle tourne de plus en plus vite, mais ça ne nous mène nulle part. Donc, ça, c'était des soi-disant pertes de temps. Maintenant, la lenteur. Les voyages des héros dans les contes de fées sont en général très lents. Ils s'arrêtent pour accomplir des tâches, alors que finalement ils sont venus juste chercher un seul truc. Ils auraient pu d'ailleurs repartir en se disant « Non mais je ne vais pas faire tout ça, je repars pour trouver ce que je cherche ailleurs. » Mais ils restent. Et ils auraient tort de ne pas le faire. Si on prend le conte Vassilis la très belle, la jeune femme est venue chercher juste, du feu chez Baba Yaga. Mais elle va devoir rester travailler pour cette Baba Yaga, pour au final gagner ce feu ardent. On va écouter un petit extrait. Baba Yaga menaça. « Il m'est impossible de te donner du feu tant que tu n'as pas travaillé pour moi. Si tu accomplis ces tâches pour moi, tu auras du feu. Sinon... » Vassilissa vit les yeux de Baba Yaga se changer en braise rougeoyante. « Sinon, mon enfant, tu mourras !» Baba Yaga alla dans son antre en grommelant. Elle s'allongea sur son lit et demanda à Vassilissa de lui apporter ce qui mijotait dans le four. Dans le four, il y en avait assez pour nourrir 10 personnes. Et la Yaga mangea tout, ne laissant à Vassilissa qu'une minuscule croûte et un dé à coudre de potage. « Lave mes vêtements, balaye la cour et nettoie la maison. Prépare ma nourriture, sépare le froment attaqué par la rouille du bon blé et veille à ce que tout soit en ordre. Je reviendrai bientôt pour vérifier ton travail. Si ça n'est pas fait, tu me serviras de festin. » Voilà, au final, ça n'est pas le feu ordinaire que Vassilissa va récupérer, mais une clairvoyance et une intuition tout à fait extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'une véritable compréhension, un apprentissage de quelque chose en profondeur, ça prend du temps. On ne devient pas clairvoyant en 2 minutes. Il faut accepter de perdre du temps.
toutes les promesses qu'on nous fait autour du développement personnel, de la transformation, métamorphose, résolution de problèmes, tout ça en 5 étapes et 3 clics, je pense qu'on aurait tort d'y accorder du crédit. Mais parce que rien d'important ne se fait en 2 minutes. En 5 étapes et 3 clics. Il faut fournir un travail, un vrai, pour développer quelque chose, la confiance en soi ou apprendre à gérer ses émotions. Ça prend du temps. C'est lent, mais c'est solide. Une fois qu'on accepte de travailler là-dessus, on construit quelque chose de vraiment solide. Prenons encore le conte La Reine des Neiges. La petite Gerda n'est pas arrivée au pôle Nord facilement comme ça directement. Elle a fait des détours et des détours. Tu te souviens de son voyage? Elle s'arrête chez la reine, le roi, les voleurs, la vieille femme, un peu magicienne. Là, c'était contre son plein gré. Ok, le chemin n'est jamais direct. On fait des détours et c'est comme ça qu'on trouve. Tiens, on peut aussi prendre le conte La Belle au bois dormant, dans lequel la princesse va dormir 100 ans. C'est un très long sommeil, mais, d'après le conte, absolument nécessaire. Avant ce délai, c'est trop tôt. Et rien n'y fait. Aucun prince, le conte nous dit, ne peut franchir la haie des ronces. En revanche, lorsqu'il est temps, le prince, l'élu, n'aura rien à faire. Les ronces s'ouvriront d'elles-mêmes. Ou tiens encore, le vilain petit canard. Il va errer très longtemps. Le conte nous dit, entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, avant de trouver sa vraie tribu. Parce qu'il lui faudra tout ce temps pour déployer ses ailes. Ok, ça c'était la lenteur. Alors maintenant, dans la liste des choses propres à la nature, citée par Olivier Hamon, il y a redondance. Et il y a aussi ça dans les contes. À chaque fois que nous avons 3 frères qui vont à tour de rôle accomplir une tâche, on est dans une redondance. Une redondance, en fait, elle est nécessaire parce que tous ne vont pas y arriver. On parle ici, en fait, de toutes nos tentatives qui ne sont pas toujours des réussites. Si on tente qu'une seule fois, par contre, on risque de rester sur un échec. Et on ne progresse pas, évidemment. Il faut recommencer encore et encore avant de triompher. Donc en fait, il faut prévoir ces redondances, prévoir qu'il y aura plusieurs tentatives, se donner des moyens et des ressources, être réaliste. Et donc, c'est se donner les chances de réussir. Tel est le message du conte, des contes. Passons maintenant aux erreurs. Et regardons le conte Le voyage de Parisade. D'abord, il y a les 2 princes qui vont devoir gravir la montagne. Tu te rappelles? Pour trouver l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau couleur d'or. Déjà, on est d'emblée dans des redondances dans ce conte parce que ils vont devoir accomplir exactement la même tâche. Et en plus, les 2 princes vont commettre des erreurs. On leur a dit, on les a prévenus, qu'il ne faut pas se retourner en gravissant la montagne. Mais bon, le premier frère se retourne parce qu'il entend des voix, et il se transforme en pierre. Et le second frère, lui, il va perdre son calme, parce qu'il y a une voix ou plusieurs voix derrière lui qui lui disent des choses désagréables, alors il va sortir comme ça son sabre pour combattre ces voix. Donc il se retourne et il est aussi transformé en pierre. La princesse, en revanche, qui prendra le relais de ses frères, elle fera les choses bien comme il faut. Aussi parce que ses 2 frères sont passés par là avant. Ils ont ouvert le chemin, en quelque sorte. Elle est donc maintenant prête à dépasser leurs erreurs et elle va réussir. Ce qu'on dit ici, c'est que ces erreurs font tout simplement partie de l'apprentissage. Et encore une fois, si on s'effondre après une erreur et si on ne tente plus rien, on se prive de la réussite, on s'affaiblit et c'est le contraire de la robustesse.
On peut encore continuer de parler des erreurs et on va prendre le conte Ansel et Gretel parce que on va regarder les erreurs sous un autre angle encore. Ansel va semer des petites miettes de pain pour pouvoir retrouver le chemin vers la maison. Et en fait, ces miettes seront mangées par des oiseaux. Erreur. Mais heureusement qu'il commet cette erreur, parce que sinon, le retour dans cette maison misérable où la marâtre cherche à se débarrasser des enfants aurait été un pas en arrière, en non-progrès. Donc les erreurs sont à la fois source d'apprentissage, on a vu tout à l'heure, une possibilité de faire mieux une prochaine fois, mais certaines erreurs, comme là, sont aussi une source de progrès, comme dans Ansel et Gretel, un peu comme, tu vois, cette erreur qu'on va commettre par inadvertance, un peu poussée par notre subconscient, parce que lui sait que là réside notre salut. Et tout ça nous permet de progresser, d'avancer dans la vie et devenir encore plus solide, fort de nos expériences et de nos erreurs. Et pour finir, les incohérences. Alors là aussi, il y en a plein dans les contes de fées. Et chez nous aussi. Nous, des êtres humains, on est hautement incohérents. Prenons le conte Cendrillon, par exemple. Cendrillon va s'enfuir du bal 3 fois. Alors que, dans la vraie version Grimm, il n'y a rien du tout sur le carrosse qui va se transformer en citrouille ou les chevaux en souris avant minuit. Donc, elle va s'enfuir parce qu'elle n'assume pas, parce qu'elle croit qu'elle n'est pas encore prête à prendre son vrai rang dans la société. Or, elle est. C'est donc très incohérent comme comportement. Et dans la vie, c'est souvent comme ça qu'on agit. Mais ce comportement, qui à première vue peut nous paraître incohérent, est tout à fait nécessaire. Parce que dans le cas de Cendrillon, elle a besoin de ce temps et de ces expériences-là pour qu'une prise de conscience se produise chez elle. Avant, c'est trop tôt. Elle ne peut pas rester, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, elle n'est pas prête à prendre sa place, sa juste place auprès du prince. Le message ici, c'est d'accepter aussi ce qui nous paraît incohérent. Accepter qu'on ne comprenne pas tout, ou en tout cas pas tout de suite. Ou alors Blanche-Neige. Elle sait que la méchante reine veut sa mort. Les nains lui disent de ne laisser entrer personne. Et par 3 fois, elle va, naïvement, laisser entrer la méchante. C'est très incohérent, ça. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, encore une fois, malgré toutes les mises en garde qu'on reçoit des autres. Ici, Blanche-Neige, mais en fait, elle se construit sa propre robustesse en vivant ses propres expériences. Tu vois, un peu comme les ados qui veulent tout tenter par eux-mêmes. Et c'est normal. Personne ne peut vivre la vie à leur place. Restons encore un peu avec cette notion d'incohérence et on va prendre le conte Barbe Bleue. La jeune femme va avoir aussi quelques incohérences dans son comportement. Et on va écouter comment elle décide d'épouser cet homme qui est Barbe Bleue. On raconte qu'il a courtisé 3 sœurs en même temps, mais il leur faisait peur avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi se cachait-elle lorsqu'il les appelait. Pour faire preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec des chevaux parés de clochettes et de rubans cramoisis, y jucha la mère et ses filles et tous partirent au petit trot dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher, leurs chiens courant devant eux ou à leur côté. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe Bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commençaient à se dire « Après tout, peut-être ce Barbe Bleue n'est-il pas si mal que ça ?» Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des bons moments qu'au fond elles avaient passés. Pourtant, les 2 sœurs aînées furent reprises par leurs soupçons. Elles se jurèrent de ne plus revoir Barbe Bleue. Mais la plus jeune pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant,
il n'était sans doute pas si mauvais que ça. Plus elle s'en persuadait, et moins il lui semblait affreux, et moins sa barbe semblait bleue. Aussi, lorsque Barbe Bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement, puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château au fond des bois. Voilà, si on suit le conte, on voit qu'elle a bien senti qu'il y avait quelque chose de louche chez ce Barbe Bleue. Même ses sœurs s'en méfient toujours, mais elle, contre toute logique, contre cette petite voix qui lui dit « il ne faut pas », elle décide de l'épouser. Là encore, tel est son chemin. Et en l'épousant, elle va certes souffrir, mais elle va aussi beaucoup apprendre et mûrir. Et ça aussi, ça va la rendre plus robuste. Voilà, ça c'était pour illustrer les incohérences. Je propose qu'on s'arrête là, parce que c'est un vaste sujet, on pourrait l'explorer à l'infini, et surtout il y a beaucoup à comprendre et à chercher, et un jour on ira peut-être un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, pour conclure, je dirais que les contes, tous, sans exception, nous invitent à être en accord avec le vivant en nous pour gagner en robustesse. Je le redis parce que c'est vraiment important. Et ils nous poussent, les contes, à nous mettre en accord avec ce qui est vivant en nous pour devenir plus robustes, pour ne pas se casser facilement, pour ne pas bloquer et crisper la vie en nous et pour ne pas brûler trop vite. S'inspirer du vivant, c'est effectivement accepter la lenteur, des erreurs, des pertes, des gaspillages et des incohérences. Parce que le vivant est comme ça. Ça fait partie du chemin. Ce qui n'empêche pas la performance et l'efficacité. Mais à bon escient, sans surdosage. Parce qu'en fait, on le sait, l'hégémonie de la performance et de l'efficacité, l'optimisation à tout prix, mais ça contracte le vivant en nous. Et dans nos entreprises, évidemment. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui. On parle de nous et de notre développement. Et cette performance, cette efficacité poussée à outrance, paradoxalement, nous tire en arrière. On va pas plus vite, on va pas plus loin. Voilà la sagesse des contes au service du développement de notre robustesse. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.